Freddie Mercury est né pour devenir une star. Son jeu de scène très théâtral, mais aussi sa voix puissante, capable de couvrir 4 octaves, hypnotise les foules lors des concerts de Queen. Freddie attribuait ses prouesses vocales au fait de posséder 4 dents en plus. Et je crois qu'au départ, les autres membres de Queen n'avaient pas forcément réalisé que grâce à lui, ils auraient un chanteur capable de dégager une telle puissance vocale. Si on le compare à d'autres très grands chanteurs possédant une voix aussi puissante, comme par exemple Tom Jones, on constate que Tom Jones ne fait pas ses propres harmonies vocales. Fred, lui, possédait non seulement le don incroyable d'avoir cette voix de dieu du rock, mais il avait en plus la capacité de changer la tonalité de cette voix. Grâce à la voix de Freddie et au son inimitable de la guitare de Brian May, les prestations live de Queen impressionnent partout où ils se produisent. Leurs concerts se jouent à guichet fermé et leur tournée au Japon en 1975 va même provoquer des scènes d'hystérie collective. I understand that in Japan that you couldn't even leave your hotels. That's the It was immense very difficult. popularity. Yeah. It was this time round. It was we had to have bodyguards all around, and it got the kitchens. in fact yes, and we were sort of reduced to travelling in laundry lifts and things like that. But the price of fame, they told me. Japan was a favorite. Le Japon, c'était un pays très important pour Queen. They went to Japan. Ils y sont allés en 75 ou en 76, je ne sais plus. But they were Mais ils étaient un véritable phénomène au Japon. C'était énorme. huge in Japan. Queen est devenue la nouvelle sensation du rock anglais. Ils sont attendus au tournant. Pour se préserver de la pression, le groupe part s'isoler pendant 4 mois dans une ferme du Pays de Galles. C'est dans cette atmosphère bucolique que se trouvent les studios de Rockfield. Queen va y enregistrer son chef-d'œuvre, Bohemian Rhapsody. Le morceau qui synthétise finalement presque toute l'histoire du groupe musicalement et son esthétique, c'est Bohemian Rhapsody, qui est un grand morceau extrêmement sophistiqué, composé par Freddie Mercury, qui, comme il le disait lui-même, pourrait se résumer à l'association de 3 chansons différentes mises bout à bout. C'est un morceau comme ça, opératique, qui ne ressemble à rien, que d'ailleurs sa maison de disques n'accueille pas à bras ouverts la première fois où ils l'entendent. Car au départ, la durée de cette chanson, près de 6 minutes, rebute pas mal de monde. À commencer par les cadres de chez EMI, qui refusent de la sortir en single. Obviously, we came across certain barriers, like it being 6 minutes long or whatever, and we said, there were numerous rows. Well, the recording between the company four of wanted us, to, in yeah. actual fact, edit it. Edit it and things like that, yes. And we just thought, there's no point. You either sort of hear it in its entirety or pick another song. Yeah. And I think we were so sort of confident with that sort of number. It is a risk, I know. And we either thought it was either going to be an enormous flop or a huge success. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Personne n'avait jamais sorti un single de 6 minutes. Alors Freddie a eu une idée. Il l'a apportée à son copain Kenny Everett qui avait sa propre émission de radio. Quand il a entendu la chanson, Kenny a dit « Mais c'est génial! Je vais tout de suite la passer dans mon émission ». Kenny Everett était un DJ très célèbre à Londres. Il a joué la chanson et immédiatement, il y a eu une demande très forte pour que Bohemian Rhapsody sorte en single, malgré le fait qu'elle dure 6 minutes. Il a passé la chanson pendant toute la journée. Et immédiatement, les auditeurs ont dit « Mais c'est quoi ce truc? J'en veux un !» Et la chanson est entrée directement en hit parade. Les gens étaient hallucinés par cette chanson. Ça a immédiatement cartonné. En Grande-Bretagne, tout le monde achetait le disque, au point qu'il est resté numéro 1 des ventes pendant 9 semaines. Par amitié pour Freddie Mercury, Kenny Everett a bravé les interdits du marketing musical en donnant sa chance à l'ovni Bohemian Rhapsody. Mais leur amitié naissante va aussi être l'occasion de braver d'autres interdits.
car Everett, officiellement hétérosexuel et marié avec une femme, est en réalité attiré par les hommes. Un point commun qu'il partage avec Freddie, qui, malgré l'amour qu'il éprouve pour sa compagne Mary Austin, ressent de plus en plus le besoin d'accepter sa vraie nature. Freddie a commencé à sortir beaucoup la nuit. Il retrouvait son ami Kenny Everett. Kenny était homo et il lui a fait découvrir les bars gays de Londres. Quand Freddie rentrait à la maison, il prétextait avoir travaillé tard au studio. Ce qui était évidemment une fausse excuse, car à ce stade, il était un peu perdu et surtout, il était toujours amoureux de Mary. Pour lui, cette période correspond à un moment de flottement où il est un peu perdu. Et en même temps, son attirance pour les hommes était trop forte pour qu'il parvienne à l'ignorer. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, beaucoup d'homosexuels se cachaient, car c'était une période où il était difficile d'être gay à cause de toutes les conséquences au niveau sociétal. On prenait le risque d'être rejeté ou bien de devenir la cible de la presse à scandale. Mais plus encore que de devenir la cible de la presse à scandale, ce que Freddie craint par-dessus tout, c'est de faire souffrir la femme qu'il aime et d'être obligé de mettre un terme à leur relation. Il met du temps à le communiquer, il y a un vrai malaise, et lui, à titre personnel, est en train d'accepter sa sexualité. Et il vit jusque-là, vraiment littéralement, presque maritalement, il vit en couple avec Mary Austin. Elle avait du mal à se faire à l'idée, mais au fond d'elle, elle avait conscience que Freddie n'était pas complètement transparent avec elle. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui dise « Mary, assieds-toi, j'ai quelque chose à t'avouer. Je crois que je suis bisexuel. » Et elle lui aurait répondu « Tu n'es pas bisexuel, tu es gay. » Et il a été profondément soulagé, parce qu'en fait, elle avait compris que rien n'était possible entre deux sur le long terme. Le couple, qui s'était installé depuis quelques années dans un appartement luxueux à Stafford Terrace, se sépare finalement en 1977 après 8 ans de vie commune. À 31 ans, Freddie Mercury s'apprête à entamer un nouveau chapitre dans sa vie privée, mais aussi dans sa vie professionnelle. Durant l'été, le groupe enregistre News of the World, leur 6e album, sur lequel se trouvent 2 chansons qui vont leur ouvrir les portes du marché américain. Avec We Will Rock You et We Are the Champions, Queen va tout écraser sur son passage. La bascule, c'est sans doute à partir de ce single inouï, We Are the Champions, We Will Rock You. C'est nous sommes les champions, nous allons vous faire bouger. On veut être les premiers, on veut être les meilleurs, on veut être partout. Queen a eu la chance d'avoir 2 tubes énormes sur le même disque avec We Will Rock You et We Are the Champions en 1977. Mais paradoxalement, il commençait à être considéré comme un groupe démodé. Car si Queen est désormais au sommet, il va y avoir un revers à la médaille. Adulé par son public, le groupe est méprisé par la critique, en particulier par la presse rock qui passe son temps à dénigrer le style et la musique de Queen. Le truc, c'est que quand ils ont commencé, Queen voulait se démarquer et proposer quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Je pense donc que si la presse ne les a jamais vraiment aimés, c'est parce qu'ils étaient inclassables. Ils ne correspondaient pas aux standards des groupes de l'époque. La presse musicale était très agressive avec eux. Ils s'en sont pris plein la figure. Et je pense que c'était en partie à cause du style parfois efféminé de Freddie. Et puis Queen ne ressemblait à personne d'autre. Et je crois que c'est pour ça que la presse a choisi de ne pas les prendre au sérieux. Nous sommes en 1977, en pleine explosion du punk. Des groupes comme les Sex Pistols ou les Clash sont encensés par la critique, et Queen semble alors en décalage avec son époque. Pendant les interviews promo, certains journalistes n'hésitent pas à les titiller sur le sujet. Many punk musicians said hard things about groups, superstar groups like you are. It's called jealousy. It made us out to be the bad guys as well, which is one way probably good because it gave us more publicity, because we were meant to be bad.
Therefore, they could happen because I'm not getting too But it seems to die extravagant. now, just... In the end, it's the talent that remains. Mais la presse musicale va aller encore plus loin, en insultant violemment Freddie Mercury, dont les extravagances, le style et la personnalité agacent les critiques rock. Il y a eu le fameux article du New Musical Express sur Freddie dont le titre était « Pourquoi cet homme est-il un imbécile ?» Ça a vraiment mis Freddie hors de lui. Je me souviens qu'il disait « Ce n'est qu'une bande d'imbéciles ». Il hurlait à tue-tête « Vous êtes inutiles, vous n'êtes que des branleurs ». Je vous jure, c'est comme ça qu'il les appelait. Des critiques très violentes contre Mercury qui flirtent parfois avec l'homophobie pure et simple. Mais le chanteur de Queen n'est pas du genre à s'excuser d'être ce qu'il est. Les paroles de la chanson Don't Stop Me Now en sont une parfaite illustration. Don't Stop Me Now, je prends du bon temps, je prends mon pied. Freddie expliquait ouvertement à quoi ressemblait son mode de vie, disons, très libre. En un mot commençant, c'est une chanson autobiographique. Quand Freddie chante « Je voyage à la vitesse de la lumière, appelez-moi Mr. Fahrenheit », c'est une confession sur son style de vie autant qu'un manifeste pour la liberté d'expression.